Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. J'inaugure cette série de vidéos qui s'appelle Bon, admettons, parce qu'après avoir filmé une première vidéo sur la série ACOTAR que j'ai lue entièrement, avec beaucoup de difficultés pour la première trilogie puis la novella, mais enfin plus facilement pour le premier roman de la suite, un livre que j'ai quand même beaucoup plus apprécié que les précédents, j'ai fait mon petit boulot et réécouté la vidéo dans le but de la monter. Après 2 heures de tournage et de visionnage, et avant le montage, j'ai fini par la jeter et avoir une illumination. Je sais maintenant pourquoi j'ai eu tant de mal à accrocher à Un palais d'épines et de roses et les livres suivants. Je mets de côté le dernier qui concerne Nesta. Tout comme je sais pourquoi j'ai accroché au dernier livre centré sur un autre personnage. Je n'ai pas accroché à la trilogie et encore moins à la novella parce que je n'y croyais pas, et dès le premier livre. Et que je lisais ça un petit peu comme on regarde un accident de voiture où quelqu'un se cassait la figure, un petit peu fasciné, en se demandant jusqu'à où la catastrophe va aller, jusqu'à où on va creuser. Et pourtant, j'ai accroché au dernier livre parce que j'étais en empathie avec le personnage de Nesta, ce qui a un petit peu atténué les défauts qui étaient quand même présents dans le dernier livre de la série ACOTAR. Mais dans ce cas, si j'ai tellement pas aimé ce premier livre, pourquoi poursuivre? Par curiosité, parce qu'il y avait quand même des éléments qui me poussaient à continuer, un monde dont le world building était à peine effleuré, des personnages dont je soupçonnais qu'ils pouvaient me surprendre. J'ai commencé à l'apprécier après faire. Des thématiques sous-jacentes qui semblaient prometteuses et surtout ce succès phénoménal. Oui, j'avoue, je peux me mettre à lire un livre qui a un succès fou, bien que je sois convaincue que ce livre précis n'est pas pour moi. Mais aussi parce que les défauts nombreux de cette saga m'ont donné envie de la décortiquer pour voir comment elle était fabriquée. Elle ne sera pas la seule à subir mes coups de scalpel, mais c'est pour la science. En résumé, c'est quoi ACOTAR? ACOTAR, c'est A Court of Thorns and Roses. Vous pouvez vous marrer, j'ai toujours un accent pourri. La saga comprend 4 romans et une nouvelle parue en français. Une seconde nouvelle est disponible sur le site de l'auteur Sarah J. Maas. Les 3 premiers romans forment une trilogie logique et suivent le personnage de Fer Acheron. Un palais d'épines et de roses, un palais de colère et de brume, un palais de cendres et de ruines. Il existe une novella et une nouvelle entre la trilogie et les romans suivants. La nouvelle s'appelle Wings and Embers et est disponible sur le site de l'auteur. Je viens juste de le dire. Et la novella, c'est Un palais de glace et de lumière qui n'a absolument aucun intérêt. En gros, résumé, c'est des potes qui se font des crêpes et s'offrent des cadeaux dans un espèce de Noël, dans un monde fantasy. Aucun intérêt. Je me suis fait chier à celui-là. Et les romans suivants se concentreront, j'imagine, sur Nesta Acheron, la sœur aînée de Fer, et commencent par Un palais de flammes d'argent, un livre que j'ai aimé en grande partie, mais pas aimé pour certains défauts qui se répètent depuis le début. Il va y avoir un roman qui va paraître prochainement en 2024. Et de quoi ça cause? Je vais vous faire un pitch global et non spoilant de la série avant de décortiquer le premier roman, avec spoiler forcément, et de pointer ce qui ne fonctionne pas pour moi. J'ai eu seulement 8 pages Word parce que vous remarquerez que je suis en train de lire. J'aurais pu dépioter beaucoup plus, mais en fait je n'ai pas pris de notes au cours de ma lecture, qui remonte déjà à plusieurs mois, et disons que j'en ai pas un souvenir impérissable, à part le dernier roman, Un palais de flammes d'argent sur Nesta Acheron. Donc je ne ferai pas ce type de vidéo pour les romans suivants, parce que d'une, j'ai la flemme, et deux, ils s'améliorent d'un tome à l'autre, un tout petit peu, mais pour moi ça partait vraiment de loin. Ça partait de vraiment de pas bon du tout à potable, et on arrive à un presque bon avec Nesta. En fait, l'expérience de lecture sur le livre Un palais de flammes d'argent
Il n'y aurait pas eu ce personnage de Nesta et ce qu'elle a vécu et la manière dont elle a été traitée comme une merde par son entourage, j'aurais lâché. Parce qu'il n'y a pas vraiment de matière. Même si le world building, je l'avoue, commence à prendre place. On est au 5e livre. Donc, de quoi ça cause? Nous sommes dans un monde où les mortels vivent séparés des fées depuis 5 siècles. C'est un monde plutôt médiéval, et les mortels qui vivent à la frontière de Prythian, le pays des fées, le font dans des conditions difficiles. Au tout début de la saga, on retrouve Fer Archéron, la benjamine d'une fratrie de 3 filles qui chassent dans la forêt. Elle a 2 sœurs, Nesta, l'aînée, et Hélène, la seconde, et elles vivent toutes 3 avec leur père qui était un riche commerçant qui a été ruiné et dont les créanciers ont brisé le genou parce qu'il n'a pas payé ses dettes, l'empêchant de subsister aux besoins de sa famille. Leur mère est morte quelques années plus tôt. Les Archérons sont donc dans des conditions d'existence très difficiles. Au cours d'une chasse, Fer va tuer un fée qui avait la forme d'un loup et pour ce crime, être condamné à mourir de suite ou à rejoindre le pays des fées Prythian. Ceci est le démarrage du 1er livre et donc de l'ensemble de la saga. Quelles sont les références de Sarah J. Maas ? Le wiki du fandom d'Akotar mentionne qu'un palais d'épines de rose est une réécriture de la ballade de Tamlin, qui appartient à une série de ballades appelées les Scottish Borders. Je cite ici Wikipédia, sur la ballade de Tamlin. L'histoire de la ballade tourne autour de la longue captivité de Tamlin par la reine des fées et de sa libération par une femme l'aimant d'un amour authentique. Le thème du ravisseur, qui change de forme pour prolonger la captivité, est présent dans différentes histoires folkloriques d'Europe. Dans Akotar, le Tamlin de la ballade est Tamlin et la reine des fées, Amaranta, l'antagoniste principal, responsable de la malédiction portée sur Tamlin et sa cour, la cour du printemps. Mais il y a une autre inspiration pour un palais d'épines et de roses, le conte de la Belle et la Bête, où Fer tient le rôle de la Belle et Tamlin celui de la Bête. Une partie de sa malédiction l'amenant à se transformer en bête lorsqu'il ressent des émotions fortes, la colère principalement. Enfin, ces inspirations s'accompagnent d'un lore sur la féerie qui est assez présent dans toute la saga. On passe au spoiler, et donc trigger warning. Si vous avez l'intention de lire les livres, ou si vous avez vraiment aimé cette saga et que vous manquez de recul, je vous conseille d'arrêter cette vidéo parce que je n'ai envie de blesser ou contrarier personne. Je précise que bien que j'ai lu toute la saga il y a 2-3 mois, peut-être 4, je n'en ai pas un grand souvenir et je vais donc m'inspirer des articles du wiki Akotar qui sont en anglais pour appuyer mes arguments. Mais je vais évidemment pas vous citer le wiki en anglais, déjà que j'ai un accent pourri, je l'ai traduit. Un palais d'épines et de roses. On a donc Fer qui chasse dans les bois derrière sa maison. On apprend que son père est incapable de l'aider à chasser parce qu'il a du mal à se déplacer et ses sœurs se contentent d'entretenir le jardin et la maison. Ici, pour moi, il y a une première incohérence. On a une famille qui risque littéralement de crever de faim. Le père ne peut pas se déplacer facilement, ok, mais pourquoi ni Nesta ni Hélène n'aident Fer ? Parce qu'à la lecture des premiers chapitres, on se rend compte que non seulement Fer s'occupe de la chasse, ce qui la met en danger, parce qu'il y a des loups et d'autres fauves dans la forêt attenante, mais surtout, ils habitent à la frontière de Prythian, le pays des fées, qui paraissent si dangereux. Mais bon, admettons. Fer doit aller de plus en plus profondément dans la forêt à la recherche de gibier et s'inquiète, parce qu'elle se rapproche de la frontière du pays des fées. Elle débusque un cerf, mais remarque un loup qui est en train de le chasser. Elle décide de tuer le loup, même si elle se demande s'il n'est pas un fée, ce qui lui apporterait sûrement de gros problèmes. Elle ramène le loup, le dépèce, quelques jours plus tard, elle part avec ses sœurs vendre la peau du loup à la ville, ses sœurs l'accompagnant uniquement parce qu'elles savent que Fer va se faire de l'argent et qu'elle leur en donnera pour qu'elles achètent des babioles. Bon, ces sœurs n'ont aucun sens des réalités et semblent être de grosses connes, mais admettons, on a ensuite à la ville
Un petit aperçu de ce que peuvent penser les mortels des fées quand ils croisent un membre des Children of the Blessed. En français, ça doit donner un truc du genre les enfants des bénis, un truc comme ça, mais j'ai la flemme de chercher. C'est des lectures que j'ai fait en français, mais le wiki était en anglais, j'ai la flemme de chercher. Ce culte proclame que les fées sont bons et que les humains devraient les vénérer. La preuve, beaucoup des enfants sont allés à Prétillant et n'en sont jamais revenus parce qu'ils sont sans doute si bien traités. Nesta, la sœur aînée de Lefer, affirme qu'ils ont dû se faire tuer, tout simplement. Donc là, c'est le truc assez intéressant, c'est la différence de perception des fées entre différents mortels. Parce qu'au final, ils ne se croisent plus. Après ça, les 3 filles rentrent chez elles et le jour suivant, une bête énorme défonce la porte de la maison, demandant qui est l'auteur de l'assassinat du loup, qui était bien un fée. Oups. En même temps, le loup était décrit comme étant quand même grand, genre la taille d'un cheval, un loup. Bon. Admettons. Tamlin, qui est en fait la bête, affirme que le traité entre les mortels et les fées interdit aux mortels de tuer un fée sous peine que sa vie soit prise par Prétillant, leur pays. Personne ne contredit ce que dit Tamlin, les fées étant réputées être incapables de mentir. Fer se dénonce et elle a 2 choix. Mourir sur place ou être amenée à Prétillant à tout jamais. Je vais m'arrêter rapidement sur le fameux traité. C'est quelque chose qu'on va voir développer un petit peu plus loin, qui aurait pu être amené un petit peu plus tôt, histoire qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. 500 ans avant Akotar, il y a eu une guerre interminable entre les mortels et les fées, les mortels étant lassés d'être maltraités et gouvernés par les fées. Donc ils étaient réduits en esclavage, notamment. La guerre fut si sanglante des 2 côtés qu'un traité de paix a été signé entre sirènes mortelles et les grands fées. Un mur invisible et magique a été bâti, séparant Prétillant, le royaume des fées, des terres mortelles. Un mur avec des brèches, soit dit en passant. Le traité édicte les termes suivants. Les humains peuvent tuer autant de fées qu'ils veulent et ne seront pas punis. Les fées ne peuvent pas enlever de mortels pour les réduire en esclavage. Les fées ne peuvent pas attaquer ni tuer les humains. The Book of Breathings, donc le livre des respirations, un truc comme ça, je me souviens plus comment c'est en français, qui est un objet qui permet de contrebalancer le pouvoir de chaudron, dont on reparlera, est partagé entre les humains et les fées. Gardez cela dans un coin de votre tête, on y reviendra. On est d'accord que les termes du traité sont vachement en faveur des mortels, non ? Et comment ça se fait donc que les pauvres petits mortels sans pouvoir aient pu autant tuer des créatures surpuissantes ? Les fées sont décrits comme étant surpuissants, ils ont des pouvoirs magiques. Au stade où en est en fait le roman, c'est les big boss en fait, les fées. Les humains, ils ont des arcs et des flèches. D'où les fées ont signé un traité qui est autant à leur désavantage. Pourquoi ? Bon, peut-être qu'ils sont gentils. Bon, admettons. On a donc ici la preuve que Tamlin a menti, sauf qu'il n'est pas supposé en être capable. Après, on peut éventuellement dire que les croyances de Fer, des Archérons, de sa famille en gros, ne sont que des croyances et qui se plantent. Admettons. Tamlin ramène donc Fer, endormie par magie, jusqu'à son palais, afin qu'elle ne voie pas le chemin et les brèches dans le fameux mur magique. Là, elle est bien traitée, on la nourrit, on la baigne. Elle a une servante, Alice, qui lui est attribuée. Tamlin lui assure qu'elle est libre de ses mouvements sur ces terres, mais la met en garde contre les autres cours où il ne sera pas en capacité de la protéger. Donc les autres cours, on va y arriver bientôt. Ce sont les autres régions dirigées par d'autres fées qui ont d'autres pouvoirs. En gros, Tamlin, c'est le boss à sa cour.
Tamlin se révèle sous sa forme humaine. Fer se rend compte que lui ainsi que tous les membres de sa cour portent des masques qui sont fixés à leur visage magiquement et dont ils ne peuvent se débarrasser, ce qui fait partie de la malédiction dont Fer n'a aucune idée pour le moment. On va y venir. Par contre, Fer, elle a promis à sa mère sur son lit de mort qu'elle prendrait soin de sa famille et elle a l'impression de trahir ce serment en restant un Prythian. Alors, petite parenthèse parce que là j'ai un doute, il me semble que la mère pensait parler à son aîné, Nesta, et non à sa benjamine, Fer, mais je me trompe peut-être. Parce que sinon, on est bien d'accord, faire promettre à sa fille Benjamine qui a les 8, 10 ans, 11 ans, de prendre soin de sa famille, c'est un peu con. Mais bon, la mère de Fer était mourante, admettons. Fer se rapproche de Lucien, qui est l'ami de Tamlin et une sorte de bras droit. Il est toujours là, quoi. Et d'Alice, la servante qui lui a été attribuée. Elle essaie de trouver des informations sur l'endroit où elle est, ainsi que sur Tamlin. Elle apprend qu'il y a un endroit à Prythian qui rejette dans le pays des créatures démoniaques qui tuent les fées. Et il y a une première mention d'Amaranta, une mystérieuse femme qui n'est pas encore nommée. Pour l'aider dans sa quête d'informations, Lucien lui parle du Suriel, une sorte de créature féerique qui peut répondre à toute question qu'on lui pose. Il est, lui, incapable de mentir. Fer, étant doué pour la chasse, parvient à capturer le Suriel et apprend que Tamlin est l'un des 7 grands fées à la tête de la cour du printemps. Elle apprend également que les fées peuvent mentir, mais que Tamlin lui a bien dit la vérité. Et que si elle veut être en sécurité, elle doit rester à ses côtés. Quand Fer pose des questions au Suriel sur ces créatures maléfiques qui sont rejetées dans Prythian, ce dernier lui parle d'Hiberne, un autre pays féerique qui est gouverné par un roi, alors que Prythian est découpé en cours qui sont au nombre de 7. Printemps, été, automne, hiver, aurore, jour et nuit. Je trouve ça un petit peu tarte, leur nom. Bon, en gros, si vous voulez une espèce de carte rapido, Prythian, c'est un petit peu comme Westeros, c'est coupé comme ça en cours, et Hiberne, c'est une ville qui est sur le côté. Prythian a une frontière commune avec les terres mortelles qui n'ont pas de nom, il me semble, et Hiberne, comme c'est une île sur le côté, il n'y a pas de frontière, évidemment. Mais bref, je vous mettrai peut-être la carte. Le roi d'Hiberne est en désaccord avec le traité de paix signé avec les humains, ce qui les protège de l'esclavage et les autorise à avoir leur propre terre. Le roi d'Hiberne envoie donc depuis une centaine d'années ses plus fidèles commandants et assassins dans les terres humaines et féeriques. Ils infiltrent les cours féeriques, collectent des informations qui servent au roi, qui fomentent une prise de pouvoir. Fer apprend également qu'un des commandants du roi d'Hiberne l'a trahi. Les méchants fées, parce qu'il y en a, il y a des méchants fées dans le coin en fait qui menacent Fer. Et ces méchants fées appellent des nagas, donc comme les créatures de l'Inde, avec un petit peu un centaure, mais avec une queue de poisson, une queue de serpent, pardon. Donc ils appellent des nagas pour qu'ils tuent Fer et le Suriel. Fer réussit à libérer le Suriel qui s'échappe et Tamlin vient sauver les fesses de Fer. Tamlin et Fer discutent ensuite. Il lui apprend qu'elle ne peut pas retourner chez elle, mais qu'il s'est assuré que sa famille survive correctement en leur envoyant de la thune. Et il a modifié leurs souvenirs. Elle est censée être partie vivre chez une vieille tante. Fer est soulagé, commence à peindre de nouveau, signe qu'elle va mieux. Alors pour précision au niveau de l'envoi de la thune, disons qu'ils ont récupéré en fait leur confort de vie avant que le père de Fer et de Nesta et d'Hélène ne fassent banqueroute. Donc ils ont une maison cossue, un manoir, ils ont des serviteurs, ils ont de l'argent, ils sont bien habillés, ils mangent à leur faim. Donc c'est plus qu'envoyer de la thune. Jusque-là, ça va. En plus, Fer est moins sur la défensive, moins agressive, donc moins chiante. Ensuite, ça se gâte. Parce que oui, même si Tamlin, Lucien, son pote, et Alice, la servante, lui disaient constamment qu'elle était en sécurité, tout allait bien, qu'elle pouvait se promener comme elle voulait, etc., Fer était une grosse grognasse qui n'arrêtait pas de les envoyer chier.
alors qu'ils étaient charmants. Donc oui, elle est loin de sa famille, qu'il a traité comme de la merde. Oui, elle n'a pas de nouvelles de sa famille. Oui, elle ne peut pas retourner dans sa famille en théorie. Mais vous voyez, là il y a déjà des trucs qui... Enfin, il y avait déjà profondément des choses qui déconnaient avant, mais là elle est juste ultra chiante en fait, elle est insupportable. Et un jour, il se passe un truc. Tamlin demande à Fer de rester dans sa chambre une nuit parce qu'il va y avoir, donc dans sa chambre à elle, je précise, parce qu'il va y avoir un rituel féerique, le Calan Mai, la nuit du feu, un truc comme ça, qui représente le démarrage du printemps. Tamlin est à la tête de la cour du printemps. Fer désobéit parce qu'elle veut voir ce que c'est. En gros, c'est une orgie où les fées masculins possédés par la magie féerique cherchent une partenaire pour s'accoupler, ce qui fait partie du rituel symbolisant le printemps. Ça régénère leur magie, comme s'ils étaient une espèce de lapin Duracell qui avait des piles qui avaient besoin d'être rechargées. Donc, 3 fées repèrent Fer, reconnaissent en elle une humaine et pensent qu'elle fait partie de la petite sauterie. Elle est sauvée par un autre fée qui a l'air de vouloir également quelque chose d'elle, donc elle s'enfuit et retourne dans sa chambre. Mais, comme elle a un petit creux, elle va à la cuisine. Bah ouais, attends, le petit frichti, alors, qui ne le fait pas? Donc elle va à la cuisine et se fait surprendre par Lucien qui lui explique le rituel, le lien que cela crée entre les fées. On parle de mate, de partenaire, de bonding, en gros de partenaire et de lien fort, et non, on ne parle pas de BDSM, merci bien. Ah oui, en plus, les fées peuvent sentir qu'elle est mortelle avec leur nez. Bon, admettons. Perso, j'ai trouvé toute cette histoire de rite juste un prétexte pour faire monter la tension sexuelle entre les personnages et vendre des bouquins. Et l'exploitation des odeurs corporelles, je trouve pas ça très sexy. Oh, et comme Fer est un peu concon, elle sort une 3e fois de sa chambre parce qu'elle y était retournée 2 fois, parce qu'elle est sage. Mais ce coup-ci, elle tombe sur Tamlin qui a accompli son rituel, mais encore un petit peu shootée par l'influence de la magie. Il la tient contre le mur et elle l'allume, elle le provoque, donc il la mord au cou et lui laisse un joli bleu. Et paf, magie, c'est la cuisine d'aujourd'hui. Fer se rend compte de son attirance pour Tamlin. Oui. Comme Tamlin est gentille, il enlève le glamour qu'elle portait et Fer peut désormais voir que la cour n'est pas si désertique que ça et qu'il y a pas mal de fées et de créatures féeriques. Quelques mois plus tard, Fer a continué à peindre, elle noue des liens amicaux avec Lucien, plus ou moins amoureux avec Tamlin, ils couchent ensemble mais ils se disent pas qu'ils s'aiment. Et Fer apprend toute seule comme une grande à déchiffrer parce que oui, Fer est illettrée, elle ne sait pas lire. Il me semble bien qu'elle est la seule de sa famille à ne pas savoir lire. Un soir, Fer est bourré et avec Tamlin, il se roule une grosse galoche. Le lendemain, Tamlin et Lucien la protègent de l'intrusion de Rhysand. Donc on apprend qui est le fée qui était venu à son secours lors du rituel, qui avait fait dégager les 3 autres fées. Donc c'est Rhysand. Rhysand, c'est le grand fée de la cour de la nuit. Donc il a le même statut que Tamlin, mais dans une autre cour. Et il a sauvé Fer des 3 fées en chaleur lors du rituel du printemps. Rhysand menace d'en parler à Amaranta, qui est la responsable des créatures démoniaques qui sont lâchées de temps en temps sur Frétillant et qui sont pas très gentilles. Rhysand demande à Fer son nom. Elle lui donne au pif comme ça, parce que pourquoi pas, celui d'une fille de son patelin. Une fois que Rhysand est parti, Tamlin prend peur, il met Fer dans un carrosse, direction la maison des Arcairons, même s'ils sont trop amoureux l'un de l'autre et qu'ils vont trop se manquer cœur. Fer se rend alors compte que Tamlin s'est bien occupé de sa famille, ils ont une belle maison, des domestiques, son père a de nouveau fait fortune, parce que c'est magique. Il y a une petite conversation entre Fer et Nesta, donc ça, c'est la plus grande sœur, dont le caractère d'acier lui a épargné le glamour, et la petite histoire de la tante malade, alors que leur père et Hélène ont cru à cette histoire. Fer raconte donc tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a vécu depuis ces quelques mois à Nesta.
Quelques jours plus tard, Fer se rend compte que la famille Lanana dont elle a donné le nom à Rysande a été tuée et qu'elle aurait été enlevée par les fées. Inquiète, Fer se rend chez Tamlin, donc elle retourne au pays des fées, et apprend de la bouche d'Alice, sa servante personnelle, qu'il a été enlevé par la fameuse Amaranta, qui est le commandant de confiance qui a trahi le roi d'Hiberne. Donc le roi d'Hiberne, c'est le roi de la petite île qui n'était pas très d'accord avec le traité de paix, qui voulait continuer gentiment à réduire en esclavage et tuer les mortels pour rien. Donc lui, il n'est pas très gentil, mais Amaranta non plus. Alors, la malédiction des masques permanents, parce qu'ils ont tous un masque sur le visage, vient d'Amaranta. On apprend un peu de background sur elle. Alors, Amaranta avait une jeune sœur, Clytia, qui est tombée amoureuse d'un mortel, Jurian, pendant la guerre entre les fées et les mortels. Jurian a trahi Clytia pour obtenir des informations, pour aider les mortels dans leur combat, parce qu'ils étaient un peu en guerre quand même. Il finit par la tuer et la couper en morceaux. Amaranta retrouve les restes de sa sœur. Elle retrouve également Jurian, lui fait passer un mauvais quart d'heure, à tel point qu'elle porte, il me semble, une phalange d'un de ses doigts en sautoir, parce que c'est joli, et une bague avec l'œil de Jurian qui est serti, parce que pourquoi pas. Et elle y a enfermé son âme, ce qui fait qu'il est vivant à tout jamais, et surtout son prisonnier. Amaranta, elle n'est pas gentille. Amaranta, suite à cela, a trahi les grands fées et Hiberne, donc sachant qu'elle faisait déjà des trucs dans son coin. Il y avait des convois qui faisaient passer ses soldats. Elle a trouvé le prétexte d'un bal pour réunir les grands fées. Elle est parvenue à leur voler une grande partie de leur magie grâce à une potion. Ta gueule, c'est magique. Parce que tous réunis, ils étaient trop puissants pour elle. Les grands fées, voyant leur magie fortement réduite, Amaranta et son armée n'ont pas eu beaucoup d'efforts à fournir pour prendre Prythian. Amaranta s'est proclamée la grande reine et elle a construit son palais sous la montagne et a régné depuis. Donc sous la montagne, c'est un lieu. Amaranta continue d'envoyer des créatures menacer les terres des grands fées de Prythian. Donc les grands fées, c'est les grands chefs, hein. Les grands fées de Prythian qui ne l'ont pas reconnue comme grande reine. La rébellion s'étant un moment incarnée juste dans la personne de Tamlin et la cour du printemps, qu'Amaranta a plus ou moins laissé faire dans sa rébellion, parce qu'en fait elle est amoureuse et elle ne veut pas qu'il lui arrive de mal. Mais comme il veut pas d'elle, elle l'a un peu maudit quand même, parce que faut pas déconner. Hein? Alors, voilà la malédiction grosso modo. Les fées de la cour du printemps portent pour toujours leur masque de bal scellé à leur visage. Et là, retenez bien, si Tamlin peut se faire aimer d'un mortel qui déteste vraiment les fées dans une période de 7 fois 7 ans, ça fait 49 ans, alors elle leur rendrait leur magie et ôterait le fléau de Prythian. Donc le fléau, c'est les bébêtes qui passent par les brèches du mur qui tuent les fées. Tamlin a donc glamourisé ses soldats, leur donnant une apparence animale, et les a envoyés sur les terres mortelles afin qu'ils trouvent cette humaine. Une partie de la malédiction était que l'humain devait attaquer le soldat fée qui ne l'aurait pas provoqué et le tuer, afin qu'Amaranta sache que la haine de l'humain pour les fées ne lui laissait aucune chance de tomber amoureux de Tamlin. Hasard de circonstance, Fer aurait dû dire à Tamlin qu'elle l'aimait le jour où il l'a renvoyée dans sa famille pour la protéger de Rysande. Fer signifiait plus pour Tamlin que la malédiction de sa cour. Je souligne quelques petites phrases comme ça parce qu'il y a quelques petites idées que je trouve pas trop pourries. Du genre l'histoire de la malédiction là, qu'il fallait que l'humain attaque un fée qui ne l'a pas provoqué, donc qu'il attaque gratuitement un fée qui est surpuissant, hein, par rapport aux mortels. Donc là, on suit vraiment le truc de la balade de Tamlin. Et le truc que je trouve assez intéressant aussi, c'est que Tamlin préfère au final protéger Fer en la renvoyant chez elle, plutôt que de finir par ôter la malédiction de sa cour. Parce qu'il y a quand même toute sa cour, hein, c'est son pays en gros qui porte cette malédiction d'avoir les masques scellés à leur visage.
Fer se rend alors à la cour sous la montagne et déclare à Amaranta qu'elle vient sauver l'homme qu'elle aime. Je rappelle à tout hasard que Fer est juste une humaine. Bon, elle s'est chassée. Elle ne dispose d'aucun pouvoir magique et qu'elle débarque dans une grosse réunion des fées les plus puissants parce qu'il y a là les grands fées. Amaranta réalise que Fer n'est pas la villageoise qu'elle a fait tuer et lui montre son corps mutilé qui est exposé dans sa cour comme déco. Sympa, hein? C'est un style, faut aimer. Amaranta demande des comptes à Rysande. Donc Rysande, c'était le méchant, le mec qui a protégé Fer des 3 fées qui étaient en chaleur, qui est ensuite venu à la cour du printemps parce qu'il avait repéré que c'était une mortelle pour lui demander son nom. Et Rysande, il dit négligemment qu'il n'arrive pas trop à les différencier, les mortels, parce qu'ils se ressemblent tous un petit peu quand même. Ce qui est faux, parce qu'il a toujours reconnu Fer quand il l'a rencontré à la cour du printemps. Parce que Rysande, des fois il est là, des fois il n'est pas là, des fois il est là, des fois il n'est pas là. Il vient comme ça, il menace tranquillement, puis pouf, il repart. C'est magique. Amaranta défie alors Fer sur 2 choses. Elle doit subir 3 épreuves pour prouver son amour pour Tamlin ou résoudre l'énigme suivante. Je vais vous la citer. Honnêtement, je suis pourrie en énigme, autant qu'en accent anglais, mais celle-là, je l'avais trouvée. Alors, l'énigme. Il y a ceux qui me poursuivent toute leur vie durant, mais ne parviennent jamais à me trouver. Ceux que j'embrasse, mais qui me foulent aux pieds. Parfois, je semble favoriser les intelligents et les justes, mais je bénis tous ceux qui sont assez courageux pour oser. Parfois, mes soins sont doux, mais méprisé, je deviens une bête difficile à vaincre, car même si chacun de mes assauts porte un coup puissant, quand je tue, je le fais lentement. C'est pas forcément l'énigme que vous avez dans les livres en français parce que je l'ai trouvé du coup sur le wiki en anglais et je l'ai traduit via Google Translate pour que ce soit plus facile. Je trouve qu'elle est plutôt jolie mais en fait elle est assez évidente. La réponse vous l'aurez à la fin. Fer est jetée dans une cellule du donjon après avoir été passée à tabac. Elle va pas mal se faire passer à tabac. Lucien parvient à la rejoindre discrètement et la soigner au minimum, histoire que cela ne soit pas trop visible, ou pas visible du tout, mais qu'elle soit quand même un petit peu vaillante parce qu'elle doit affronter sa première épreuve. Cette fameuse première épreuve consiste à tuer un énorme ver, genre les vers dans Dune ou dans je sais plus dans quoi, enfin des gros vers dégueulasses qui bouffent des gens, qui vit dans une fosse pleine de boue et d'os humains, les reliquats de ses anciens repas. Fer parvient à tuer la bestiole, non sans se faire mordre au bras jusqu'à l'os. Ça pique. Elle retourne en cellule sans avoir reçu de soins, parce que je vous rappelle que c'est les méchants qui la détiennent, donc ils font des trucs de méchants. Donc ils la tapent, ils la nourrissent pas, ils la soignent pas. Fer contracte une fièvre et une infection. Rysande, qui était le mec qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, la rejoint et lui propose de la soigner si elle fait le vœu de passer 1 semaine par mois à la cour de la nuit à ses côtés. Fer résistant, Rysande tord son bras qui est cassé jusqu'à ce qu'elle accepte. Et c'est pas très gentil quand même. Un tatouage apparaît alors sur le bras de Fer et qui doit symboliser en gros le vœu qu'elle a fait, parce que c'est un vœu magique. Comme on a un petit peu envie de la faire chier, elle doit nettoyer un couloir boueux avec une eau dégueulasse, mais la mère de Lucien, la reine de la cour d'automne, apparaît et utilise sa magie pour purifier l'eau, disant à Fer qu'elles sont quittes. Parce que Amaranta avait menacé Lucien d'être torturé, et Fer elle a dû faire un truc pour que ça se passe pas, mais je sais plus quoi, j'ai pas retrouvé, j'ai la flemme de chercher, je mets donc ce manque sur mon inattention, vous m'en excuserez. En autre truc chiant à faire, elle doit ensuite trier des lentilles qui sont tombées dans les cendres d'une cheminée et ne pas en rater une seule. Et coup de bol, la cheminée c'est celle de la chambre de Rysande qui d'un simple geste les ramasse toutes. Mais bon,
C'est pas les vraies épreuves, c'est juste pour la faire chier, parce que, pourquoi pas, parce que, bon, elle est détenue par les méchants, donc il faut des choses de méchants. À la suite de cela, toutes les nuits, Rysand drogue Fer et la force à danser avec lui, la brutalise, la plotte, devant la cour entière, incluant Tamlin, pour montrer qu'il a un ascendant sur elle depuis le marché qu'ils ont conclu. Le tatouage est visible, je vous rappelle. Fer déteste Rysand, mais réalise lors de sa seconde épreuve qu'il est vraiment en train de l'aider. Parce que oui, le coup du ménage du couloir et des lentilles, c'était juste pour la faire chier. La seconde épreuve est de résoudre une autre énigme, écrite cette fois, sachant que Fer sait à peine lire. Sinon, Lucien, qui est enchaîné dans une fosse, et elle-même seront empalés sur des pics, c'est quand même pas super. Elle doit donc abaisser le bon levier pour je sais plus quoi. Et elle se rend compte que Rysand l'aide avec sa magie parce que ça lui fait des guilis quand c'est le bon levier. Fer remporte donc la seconde épreuve. Et il y a encore ces histoires de Rysand qui drogue Fer et la force à danser avec lui. Elle est habillée de manière... Enfin, elle n'est pas habillée, quoi. Elle est quasiment à poil. Il la plotte, mais parce que, bon... Admettons, c'est parce qu'ils sont dans la cour sous la montagne avec les méchants, donc faut montrer que lui aussi est un méchant, donc il fait des choses de méchant et c'est n'importe quoi. Bref. La nuit précédant la troisième épreuve, Rysand ne drogue pas Fer et ne la force pas à danser avec lui afin qu'elle garde les idées claires. Mais il continue à l'habiller façon Marc Dorcel et lui met de la peinture magique qui va avec les tatouages de ses bras. Le but est clairement de la marquer comme sienne et de surveiller si quelqu'un la touche de manière inappropriée parce que ça va brouiller toute sa jolie peinture, vous comprenez? Tamlin et Fer parviennent à se glisser hors de la fête et se papouillent fortement en se touchant pour être surpris par Rysand qui dégage Tamlin et embrasse Fer de force afin de faire passer les dégâts sur la peinture corporelle pour ses actes à lui, quand Amaranta les surprend à son tour. Un vrai moulin, le placard où ils sont planqués. Ils sont pas très doués pour le cache-cache, Fer et Tamlin, mais en fait, ça c'est complètement ridicule, parce que vous voyez ça dans une pièce de Fédo, avec des gens qui rentrent et qui sortent constamment de la scène, en fait, qui viennent apporter un espèce de déséquilibre, qui est comique, parce qu'on n'y comprend plus rien, parce que ça vient interrompre. C'est drôle, là c'est juste nul. Pour la troisième épreuve, je vous rappelle qu'Amaranta elle est méchante, Fer doit tuer 3 fées innocents en les poignardant dans le cœur. Elle s'y astreint parce que c'est la seule solution pour libérer le peuple de Prythian. Elle en tue 2, même si le premier la supplie de ne pas le faire et que la seconde lui adresse une prière et l'encourage. Elle se sacrifie. Ah, par contre, le troisième c'est Tamlin. C'est con. Et là, boum, Fer se souvient d'une conversation avec Alice, sa servante, qui lui disait d'écouter les conversations de la cour du printemps. Et boum, deuxième idée, elle se souvient qu'on disait souvent de Tamlin qu'il avait un cœur de pierre. Elle réalise que cela fait partie de sa malédiction, qu'elle n'a jamais entendu son cœur battre, même quand ils se faisaient des gros bisous tenus l'un contre l'autre. Parce que oui, ils se sont fait des papouilles, appuyées. Oh. Fer poignarde alors Tamlin et sa lame s'arrête sur la pierre parce qu'elle avait raison. Ta gueule, c'est magique. Les fées demandent à Amaranta de les libérer de leur malédiction, mais elle les traite de fous, leur disant qu'elle les libérerait si les épreuves ou l'énigme étaient résolues, mais qu'elle n'a jamais précisé quand. Oh bah oui, parce que souvenez-vous, Amaranta, c'est la méchante. Donc, elle joue avec les mots et éclate d'un rire hystérique parce qu'elle est méchante. Bah oui, enfin. Et comme elle est méchante, Amaranta se décide à tuer Fer en brisant tous ses os grâce à sa magie un par un parce que ça fait encore plus mal, parce qu'elle n'a jamais promis de l'épargner. Fer réalise avant de mourir que la réponse à l'énigme était l'amour. Et le murmure dans son dernier soupir gargouillant de sang. Les fées sont alors tous libérés de leur masque, boum, c'est magique, et les grands fées récupèrent leur pouvoir. Tamlin en profite pour tuer Amaranta vu qu'il en a le pouvoir. Désormais, l'entièreté de sa magie lui étant revenue.
Chaque grand fée, chaque souverain de chaque cour offre au corps de fer une parcelle de poussière. Et pouf, ta gueule, c'est magique. Fer se réveille, transformé, transfiguré en grande fée, ramené des morts et rendu immortel. Oh, c'est beau. Non, c'est nul. À la fin du livre, Fer et Tameline retournent à la cour du printemps. Fer est heureuse de les avoir libérés et d'être avec Tameline, mais culpabilise à mort d'avoir tué les fées innocents et a du mal à entrevoir un avenir radieux. Rhysande débarque, elle le remercie de son aide et il l'enlève, plus ou moins, et l'emmène à sa cour parce que, souvenez-vous, elle avait promis de passer une semaine par mois avec lui. Et c'est la fin. Heureusement que je n'avais pas acheté ce bouquin. Il y a quand même 2-3 trucs qui me chiffonnent. Je ne vais pas faire la liste parce que ça va être trop long. Mais parmi ça, pourquoi la famille de Fer l'a laissé seule se taper le boulot le plus dangereux afin de les nourrir? Pourquoi Fer, à un moment, en a quelque chose à foutre des fées qui l'ont enlevé et retourne sauver Tameline? Pourquoi, dans la cour de la nuit et la cour des cauchemars, ça rappelle furieusement un donjon SM parce que c'est des méchants? Amaranta, à part le fait qu'elle est méchante, est une antagoniste en carton. C'est quoi ses motivations? Pourquoi elle a trahi le roi d'Hiberne? Ils ont le même but, c'est-à-dire asservir les humains et les buter. Ce qui m'a grave manqué dans ce premier livre, c'est du background. On n'a que peu d'idées des motivations des personnages, et quand on a des justifications aux actions des personnages, elles sont en carton. Le contexte fantasy sert plus de déco pour faire joli que de réel contexte de vie des gens, qu'ils soient humains ou fées. Ah, et au fait, il s'appelle comment le père de Fer? Sa mère? Le village où elle habite? La cour du printemps, il y a des villes dedans? Comment s'appelle la ville? Il y a une capitale? Non? Il n'y a personne. C'est vraiment une lecture que j'ai subie. De mémoire, il n'y avait pas encore de scènes de fesses qui vont venir dans les tomes suivants, mais elles sont maladroites et m'ont mis mal à l'aise. Sans compter les notions de consentement que l'auteur a allègrement zappé parce que, mais pourquoi s'embarrasser avec le consentement? Pourquoi s'embarrasser avec les désirs des gens? Pourquoi pas? Allez. Franchement, je trouve ça dommage. Même si je n'en attendais pas grand-chose parce que je savais que ce roman n'était pas pour moi, j'aurais pu être surprise, sait-on jamais. J'ai quand même été profondément déçue et j'ai eu l'impression d'être prise pour une conne tout le long du livre. En fait, Un palais d'épines et de roses, c'est un assemblage de tropes, de bouts de conte, à rien ne tient debout. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de construction de personnages, il n'y a pas de construction d'univers, l'écriture est mauvaise, ce n'est pas divertissant. Au final, j'ai trouvé ce que je suis venue y chercher, c'est-à-dire rien. C'est un petit peu mieux par la suite. Bon, je sais que la romantasy, c'est un genre qui fait plutôt fureur sur les réseaux sociaux, à savoir le BookTok, Bookstagram par exemple, peut-être un petit peu BookTube aussi. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de dézinguer en fait un livre que vous avez aimé, ou de dézinguer Sarah J. Maas et de dire qu'elle est une autrice toute pourrie, ou de dire que vous êtes trop nul pour l'avoir aimé. C'est pas le but du tout. Mais moi j'ai des attentes par rapport à la lecture qui sont peut-être pas les vôtres. Et franchement, ce bouquin, il est mauvais. Mais vraiment. L'écriture, elle est pas terrible, mais vraiment. Les personnages, ils sont pas construits. Enfin, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a rien. C'est moins pire qu'After, mais c'est quand même pas terrible du tout. J'ai lu les critiques négatives d'Un palais d'épines et de roses, mais je suis entièrement d'accord avec elle. Et qu'est-ce que ce roman-là fout classé en littérature jeunesse? Après, il a switché en young adulte, jusqu'à ce que sur Un palais de flammes d'argent, donc l'histoire qui concerne Nesta, il y ait une petite pastille interdite aux moins de 18 ans. T'es dans le rayon jeunesse, gars. N'importe quoi.
Enfin bref, c'est pas vrai. Je pense que c'est vraiment le style enfin le genre littéraire qui me pose problème. Je comprends que des autrices aient envie de surfer sur un succès avec des bouquins qui vont se vendre, qui vont les faire manger, des bouquins qui vont être vendus partout. Mais ça, je vous promets, c'est un livre c'est un livre qui va pas rester dans les mémoires. C'est un livre qui est mauvais. Il n'y a pas grand-chose. Il y a... J'aurais dû prendre des notes pour faire ça, pour faire cette vidéo, parce que je me sens encore pas super légitime en fait à venir la faire. Mais mon but aussi sur la chaîne, donc la ressourcerie de l'écrivain, on est bien sur l'écrivain, c'est d'essayer de donner des billes sur que faire ou que ne pas faire aussi. Et que ne pas faire, ça veut rien dire, mais bon, vous avez compris, il est tard. Et pour moi, un palais d'épinay de rose et la saga de manière générale, parce que c'est quand même, ça vole pas haut, hein, c'est quand même de très bons exemples de choses à ne pas faire. À savoir donner ce qu'on veut au public, je pense, donc les scènes un peu croustillantes et compagnie, les scènes un peu d'engueulade pour dire que l'héroïne, elle a du caractère. Non, elle est juste conne. Nesta, c'est différent. Nesta, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié. Et je pense que ça va vraiment au-delà de mes goûts. Vraiment. Et après, c'est cool pour Sarah J. Maas qu'elle ait eu du succès. C'est cool si des gens apprécient ces livres-là. Moi, je vous l'ai dit, je vais lire la suite des livres sur Nesta. Mais je ferai peut-être une autre vidéo sur la suite de la saga, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a quand même un petit peu plu, que je n'ai vexé personne. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, soyez quand même un petit peu cordiaux. Je pense avoir été assez soft dans ce que j'ai dit, et j'ai argumenté aussi les raisons pour lesquelles je trouve que c'est un livre qui est pas bon, mais sur le plan littéraire. Et après, mon but, c'est pas non plus de ne lire que des bouquins que j'aime pas et de les dézinguer et de bitcher. J'ai pas envie. Je vois pas trop l'intérêt non plus. Je le ferai quand j'aurai sorti un livre et que j'en aurai vendu plein. Hein, mais voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous donne des petites billes si vous écrivez des histoires pour ne pas un peu succomber aux sirènes du succès et ne pas écrire un truc qui ne vous correspond pas. Parce que si la romantaisie est quelque chose qui ne vous correspond pas, ne le faites pas. Ne l'écrivez pas. Vraiment. À bientôt et rêvez tout grand malgré tout. De grandes fées avec des ailes de chauve-souris qui sont érogènes. Pour de vrai. Avec des sexes qui sont télescopiques. Allez, à bientôt!